Chers amis de CDR, bonsoir. On se retrouve une nouvelle fois pour un échange avec Remedium. Remedium qui est un auteur de bande dessinée engagé, de son vrai nom Christophe Tardieu. Remedium, bonsoir. Es-tu là? Bonsoir, ouais, je suis là. Bonsoir Remedium. Donc on va mener l'interview comme à notre habitude avec Louise qui va apparaître quelque part à l'écran. Et Salut. salut Louise. Et Gwen, donc, qui est également en bas de l'écran, qui nous fera honneur de sa voix. Bonsoir. Juste pour te présenter en un mot, mais c'est toi qui vas faire le boulot. Moi, je suis là pour pas grand-chose, en fait. Donc, tu es un auteur de bande dessinée. Tu as notamment commis plusieurs bandes dessinées. Tu vas nous en dire un petit mot. Donc, cas de force majeure, cas d'école. Tu es enseignant, professeur des écoles. Et en gros, voilà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, puis comment tu as commencé à t'engager ou à créer tes bandes dessinées, et puis on ira un petit peu plus en avant. Ouais, bah, moi, donc, en fait, t'as un peu tout dit. Je suis enseignant depuis une quinzaine d'années. Parallèlement à ça, à peu près au même moment, j'ai commencé à faire de la bande dessinée à peu près sérieusement, on va dire. Avant, c'était qu'un passe-temps. Et puis, il y a une quinzaine d'années, c'est devenu quelque chose d'un peu plus sérieux, où j'ai commencé vraiment à me faire éditer. Et effectivement, moi, ma spécialité, et ce qui me guide un petit peu dans ma carrière d'auteur, c'est le fait d'être assez engagé socialement et sur les terrains qui m'intéressent le plus, à savoir l'éducation, la vie dans les quartiers, les violences policières, etc., etc. Donc effectivement, je suis l'auteur de 8 livres maintenant, soit bande dessinée, soit livres pour enfants, qui ont à chaque fois une tonalité un petit peu sociale ou engagée. Est-ce que dans ton histoire, tu avais déjà une dent contre les précédents ministres de l'Éducation nationale, ou alors vraiment c'est Jean-Michel Blanquer qui t'a fait exploser, parce que vraiment c'est le gouvernement Macron, on est d'accord, on en reparlera peut-être plus tard, mais est-ce que tu avais déjà une dent contre les ministres de l'Éducation nationale précédents, en fait? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Michel Blanquer, c'est un peu particulier parce que on peut penser, quand on fait pas partie de l'éducation nationale, qu'il est là depuis 5 ans. Mais en fait, Jean-Michel Blanquer, il est dans les arcanes du pouvoir depuis 15 ans également, hein. Il a été directeur des programmes, il a été recteur. Il était recteur en plus dans l'Académie de Créteil où moi j'officie, donc c'est une très vieille connaissance. Et en fait, la politique de Jean-Michel Blanquer, elle est, elle est au pouvoir depuis bien avant sa nomination en tant que ministre. Il guide par ses idées nauséabondes la politique éducative en France depuis ouais, plus de 10 ans, entre 10 et 15 ans. Donc il a œuvré. Alors effectivement, est-ce qu'on peut qualifier Jean-Michel Blanquer avant que je sais que j'ai une camarade qui veut absolument rebondir, mais est-ce qu'on peut qualifier Jean-Michel Blanquer de ministre de l'Éducation clairement de droite? Oui, oui. toute sa, tout ce qu'il est se rattache à la droite. C'est un homme de droite, profondément de droite, avec des idées bien ancrées à droite et pas sur l'échiquier centriste de la droite. Il est vraiment à droite de la droite. Et toute sa politique va vers une espèce de libéralisation de l'école avec tout ce qui va avec. Donc oui, c'est un homme de droite, sa formation vient de là, les écoles qu'il a faites, voilà. Et finalement, le seul trou qu'il a dans son parcours politique, c'est le moment où François Hollande devient président. Là, c'est le seul moment où sa politique n'interfère plus sur la politique éducative du pays. Il se met en pause, il devient directeur de l'ESSEC parce qu'il y a la gauche au pouvoir et que ça lui convient pas. Et qu'en plus de ça, la gauche ne peut pas travailler avec Jean-Michel Blanquer, c'est pas possible. Et en parlant de Jean-Michel Blanquer, j'ai pu voir qu'il avait menacé à un moment donné Mediapart d'un procès suite à une publication que tu avais fait sur leur blog, je crois. Et Oui. je crois que c'est pas le seul souci que tu as eu avec des personnages issus de différentes instances publiques. Bah,
ça fait quoi aujourd'hui en fait d'être un auteur de bande dessinée engagé et comment tu continues à te battre Bon, j'ai pas le sentiment forcément, c'est peut-être ça qui me guide, c'est que j'ai pas forcément le sentiment de me battre en fait. Je fais ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai à faire, enfin ce que je pense avoir à faire. Et puis après, bon bah il y a parfois des gens qui apprécient plus ou moins ce qu'on fait, mais bon, c'est tant que moi je peux me regarder dans la glace et faire ce que j'ai envie de faire, voilà, ça me dérange pas spécialement les menaces de procès ou quoi. Bon, ça fait partie du jeu aussi, hein. Alors, concernant l'éducation nationale, en fait, tu as donc deux bandes dessinées. Tu as celle qu'on vient de voir là qui s'est affichée, les mésaventures de Jean Mito, le plus mytho des ministres, donc concernant Jean-Michel Blanquer. Et tu as aussi Cas d'école. Tu peux nous parler un peu des deux? Quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que, en fait, Cas d'école, c'est vraiment une bande dessinée euh, qui interpelle par rapport aux sentiments que peuvent créer les situations dans l'éducation nationale. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus dur, parfois glauque, parce que ça parle de situations très dures, ça parle des suicides d'enseignants, ça parle des baisses de moyens constants, ça parle des relations à la hiérarchie. Alors que Jean Mito, là, on est sur une BD vraiment humoristique, alors que parfois un peu, quand on est dans le métier, qui fait moyennement rire, parce que tout ce qui est décrit dedans est vrai, mais c'est traité avec une tonalité un peu plus humoristique. D'accord. Et je crois que donc les deux, on peut les trouver sur les réseaux, enfin en tout cas sur Facebook. Est-ce qu'elles sont Oui. également publiées ou est-ce qu'elles sont également présentes sur d'autres réseaux? Alors Cas d'école, c'est sorti en livre aux éditions Ok, des Équateurs en 2020, le recueil de toutes les histoires. Il y en a quelques-unes qui n'y sont pas, les plus récentes, mais sinon, il y a, je crois, 14 histoires dans le recueil, les 14 premières que j'ai faites. Et puis effectivement, après, c'est disponible, alors soit sur différents réseaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram, ou également sur mon site internet personnel. Puis Jean Mito, c'est un projet récent, donc là, c'est que sur Internet. C'était un peu, il y avait un côté récréatif, donc j'avais pas beaucoup d'ambition par rapport à ça. C'est vrai que je le faisais aussi pour m'amuser un peu. Et puis j'espérais que ça durerait pas longtemps, parce que j'espérais que on pourrait s'en débarrasser au moment des élections. C'est mal parti, mais donc peut-être que ça va continuer un peu plus longtemps. d'accord. T'es un peu connu déjà dans le milieu des profs? Inconnu, je sais pas. Après, ouais, j'ai beaucoup de retours hein, du milieu des profs, forcément. On me contacte beaucoup, surtout quand on veut m'exposer une situation. C'est vrai que maintenant, je suis devenu une espèce d'interlocuteur, un peu malgré moi, où on va me contacter pour me parler de telle ou telle situation dans telle ou telle école. Donc, on va dire que ouais, j'ai une petite, bon, une petite notoriété, mais c'est pas grand-chose, hein. D'accord, mais justement, elle est utile dans le sens que voilà, quelqu'un qui a au sein de l'éducation nationale un problème à faire remonter, à dénoncer, bah, il peut te contacter et ça peut aboutir à une planche de Ouais, bébé tout ou à quelque fait, ouais. chose. D'accord. Ouais. Et, euh, et c'est quoi ton parcours en fait? Parce que par rapport à d'où tu viens, ce que tu as vécu, enfin voilà, on te sent quand même assez touché par les injustices sociales en général. T'as grandi où? Et puis comment t'es venu la vocation de devenir professeur des écoles? Moi, j'ai grandi dans le 93. J'en suis issu dans une famille populaire, hein, donc effectivement, comme tous mes compatriotes, on a ressenti très tôt les injustices sociales diverses et variées. Donc sans doute que ça joue hein, dans un parcours, même si il faut pas forcément en être issu pour en être conscient, mais moi, pour le coup, je sais ce que c'est, effectivement. Après, pourquoi être enseignant? Parce qu'effectivement, à un moment, j'ai ressenti le besoin de transmettre, de participer aussi à l'éducation
des gamins du quartier dans lequel j'avais grandi et de la Seine-Saint-Denis en général. Donc il y avait une espèce comme ça je veux pas dire de mission, parce que c'est un terme un peu exagéré, mais l'idée que c'était nécessaire en fait, qu'il fallait être là à ce moment-là. Ouais. Et t'as l'impression, est-ce que tu as l'impression que les gens autour de toi, qui viennent un petit peu du même milieu social, ils ont eu ils ont eu leur chance par l'ascenseur républicain, ou alors vraiment le fait d'avoir été confinés sans référence à ce qui s'est passé ces 2 dernières années, le fait d'avoir été confinés dans les quartiers, en banlieue, vraiment ça casse les chances de sortir un petit peu de son milieu social et puis de s'émanciper. Ben, ça, bon, de toute façon, ça a été chiffré et prouvé, hein, le fait que l'ascenseur social n'existe pas et que lorsqu'on est d'une famille d'ouvriers, on a beaucoup moins de chances de s'en sortir, qu'il y a une reproduction sociale qui fait que les élites nourrissent les élites et que les pauvres nourrissent les pauvres et que voilà, ça change pas beaucoup et rien n'est fait pour que ça change de toute façon. Donc, effectivement, le philosophe Bouba disait que aucune cité n'a de barreaux et que tout le monde peut s'en sortir, mais force est de constater que malgré tout, il y a une espèce de déterminisme social qui fait que on a du mal à s'extirper de la zone dans laquelle on habite, hein. C'est quelque chose d'assez courant. Ouais, alors j'imagine qu'il y a quand même quelques belles histoires que tu as autour de toi. Je veux dire, des types comme toi qui ont grandi dans un quartier populaire et puis qui arrivent professeurs des écoles. Alors peut-être, enfin, je dis pas qu'ils servent de modèle, mais en fait quelque part si quoi. Peut-être que on se dit ouais, ce mec-là, il vient de tel quartier, de tel immeuble, et en fait il a réussi, il est devenu professeur, enseignant, et tu peux peut-être servir d'exemple. Donc t'es pas un petit espoir en fait pour ces quartiers-là. Oui, bien sûr, il y a toujours des histoires d'exception, on va dire. Mais après, ta remarque, elle induit deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a le côté exemplaire, mais que ce côté exemplaire, bah, il reste rare. Et, et que malheureusement, dans les quartiers vraiment ravagés, on a du mal à trouver des exemples comme ça. Il y en a toujours, hein. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de perditions. Et moi, en- au fil de ma carrière d'enseignant, j'ai pu en voir, hein, des gamins qui avaient tout pour réussir et pour être vraiment dans les plus hautes, dans les plus hauts métiers possibles, mais qui avaient un blocage à un moment parce que ça suivait pas au niveau familial, au niveau financier, etc. Il y a encore ces freins-là qui existent, hein. Et puis la deuxième remarque, c'est que tu parles de l'exemplarité des enseignants. Ça, c'était valable il y a quelques années, mais aujourd'hui, un professeur fait plus partie d'une espèce d'élite inatteignable. C'est quelque chose, être prof des écoles, ça n'attire plus personne veut le faire, et ça correspond plus à un modèle. Le modèle du prof à l'ancienne, c'est complètement fini, hein, ça. Donc, donc aujourd'hui, on peut difficilement attirer les jeunes en leur disant, eh, venez, vous pouvez devenir prof plus tard. Ils ont bien compris que c'était pas là que se trouvait l'avenir, hein. L'envie de dessiner ce qui se passe à l'école, elle t'est venue justement plutôt finalement de quand toi tu t'es retrouvé à enseigner ou de ce que tu as pu connaître en grandissant et en parcourant ce système scolaire quand tu étais plus jeune? Les deux. En fait, un peu des deux. C'est vrai que je me suis beaucoup nourri de mon expérience personnelle et de ce que j'avais pu connaître petit, mais je me suis aussi pas mal inspiré de parcours que j'ai croisés dans l'éducation nationale. Euh, J'avais fait une BD qui s'appelait Les Contes Noirs du chien de la casse il y a quelques années qui parlait en romançant un peu, mais qui parlait du parcours de gamins que j'avais croisés dans la cité des Tilleuls au Blanc-Ménil. Et donc, à chaque fois, j'essaie de me nourrir de ça. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit avant concernant le fait que ça fait plus rêver en gros d'être enseignant dans les quartiers et que voilà il y a pas l'ascenseur social il est cassé en gros. Euh, est-ce que tu irais jusqu'à dire que quelquefois voilà le fait de recruter des professeurs via Pôle Emploi c'est un truc qui a vraiment détruit enfin, l'amour propre des enseignants de l'éducation nationale. Enfin,
t'as l'impression, voilà, de dire que ça fait plus rêver. Mais pourquoi ça fait plus rêver? C'est un problème de transmission, un problème de salaire, un problème de considération? Un peu tout ça à la fois. Il y a effectivement bon, un problème de considération, de salaire. On sait que les enseignants français font partie des moins bien payés de l'OCDE. Il y a un chiffre simple à retenir et qu'on peut sortir à chaque fois. Les enseignants allemands sont payés le double en travaillant moins. Voilà. Alors après, il y a toujours une propagande étatique qui fait qu'ils vont vous dire, bah non, ils travaillent plus, ta. Non, c'est faux. Ils travaillent moins, ils sont payés le double. Point. Et effectivement, les gens le savent. L'éducation nationale, c'est un des seuls métiers en France où on a perdu du salaire. On a perdu 25% de notre salaire en 20 ans. Il y a des chiffres comme ça, on peut les aligner. Et aujourd'hui, quand vous voyez les concours de l'enseignement, à l'époque, moi, quand je l'ai passé, bon, bah, il y avait énormément de candidats et pas forcément beaucoup d'élus. Aujourd'hui, vous voulez être enseignant, vous tapez à la porte, c'est bon, hein, il y a pas de souci. Et effectivement, les politiques de Blanquer, de Macron, qui vont sans doute malheureusement perdurer, puis que ce soit ou Le Pen, ce sera la même chose de toute façon, on se retrouve avec des politiques de destruction de l'éducation nationale, où l'éducation nationale est considérée comme une espèce de grand marché, de grande entreprise, où il faut de la rentabilité et des économies. Donc là, l'objectif de Blanquer depuis plus de 15 ans, c'est de mettre fin à la sécurité de l'emploi. Et là, on voit que Macron, juste avant la fin de sa campagne, a dit que le prochain objectif, ce serait de balayer la sécurité de l'emploi des enseignants. Donc on est là-dedans, pour tout, on est là-dedans. Il y a une espèce de course à l'échalote pour s'aborder le métier, pour s'aborder l'éducation nationale en général. Et forcément, le métier n'attire plus, n'est plus attractif et ne rapporte plus rien, ni en termes de prestige, ni en termes de salaire. Donc, on peut difficilement y trouver une espèce de modèle ou d'exemple. Et pour toi, donc, on va vers la privatisation de l'éducation nationale à marche forcée, alors? Oui, c'est le projet, hein. C'est le projet. On sait que on va dire, quand on disait ça il y a quelques années, on passait pour quelqu'un qui exagérait ou quoi. Mais depuis 15 ans, moi, depuis que j'ai commencé, j'entends le fait que le but, c'est de renforcer le privé par rapport au public, de créer une école à deux vitesses où il y aura les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, une école où il y aura le choix des enseignants dans diverses écoles, où ça sera une espèce de grand marché comme ça, où les meilleurs seront dans les meilleures écoles et les plus mauvais dans les plus mauvaises. Et en fait, toute cette politique-là, petit à petit, étape par étape, elle est en marche. Elle est en marche et elle arrive là quasiment à la fin de son éclosion. Et effectivement, il reste plus qu'une grande étape, ça va être la fin de l'emploi à vie des enseignants. Une fois qu'on aura fait ça, ils auront fait tout le boulot qu'il fallait faire. Et puis, il ne restera plus qu'à mettre la clé sous la porte. Ok. Et tu as l'impression que la crise du Covid, là, ces derniers temps, elle a favorisé l'enseignement distanciel et que ça a fragilisé peut-être le corps enseignant? Ça a fait deux choses, la crise du Covid. Ça a montré l'incurie totale des politiques qui n'étaient prêts sur rien, qui n'avaient investi nulle part. Et du coup, bah, on l'a vu, on en a tous entendu parler, rien ne marchait. C'est-à-dire que les outils soi-disant mis en place ne fonctionnaient pas. Rien n'était fait pour pallier les absences d'enseignants qui tombaient pour Covid. Et ça a été une catastrophe absolue. Blanquer a été obligé de nous sortir des histoires de hackers russes. Donc il y a Poutine qui venait hacker les sites de l'éducation nationale, bon, juste aux heures ouvrées, hein, parce que sinon c'était pas drôle. Et donc voilà, il y a une espèce comme Sérieusement, ça de... sérieusement, ça s'est passé, ça? Enfin, Blanquer l'a dit, il a dit qu'il y avait Oui, des oui, bien problèmes à sûr, cause oui. des Oui, Russes oui, et de oui. Poutine. Oui, oui. Ah, il l'a dit plusieurs fois, oui, bien sûr, oui, oui. En fait, les sites ne fonctionnaient pas. Alors, bizarrement, de 8h à 17h, hein, parce que forcément, c'est l'heure où tout le monde se connectait. Et lui, bah, il prétendait que c'était les hackers russes. Voilà. Donc, et chinois parfois aussi, mais surtout russes. Et donc, ça, il nous l'a fait pendant des mois et des mois. Il s'est fait interpeller à l'Assemblée, il a persévéré dans son truc, parce que bon,
Blanquer, il est assez connu à la fois pour mentir, mais surtout pour s'enferrer dans ses mensonges, même quand on lui prouve qu'il a tort. Et effectivement, oui, donc la crise du Covid, elle a surtout montré l'incurie des politiques. Et puis effectivement, elle a montré aussi que qu'on pouvait appuyer encore un peu plus sur les enseignants, en leur demandant à la fois de faire du distanciel et puis du présentiel en même temps, parce que quand même, faut pas exagérer. À partir de là, parce que du coup, il y a quand même peut-être un passage qui s'est fait dans ta réflexion, dans tes envies. Qu'est-ce qui a motivé le fait que tu écrives du coup l'ouvrage suivant, Quatre forces majeures, ce passage de la question de l'école à une autre forme d'injustice qui est pas moins violente, et qui est peut-être parfois très difficile, aujourd'hui en tout cas, à montrer, plus difficile à mettre en discussion. Alors, pour moi, il y avait une certaine logique, en fait. Les violences policières, c'est un sujet que je traite depuis le début de ma carrière. Mon tout premier livre, ça s'appelait Obsidion. C'était un journal que je tenais en bande dessinée pendant les émeutes de 2005. Donc, c'était au lendemain de la mort de Ziad Bouna, j'avais commencé à écrire et c'est ce qui a marqué le début de ma carrière en fait. Euh, et donc ensuite, tous mes livres suivants ont souvent interrogé le rapport de la police à la population. J'avais fait un livre qui s'appelait Adama, qui est un livre pour enfants, qui traitait d'un enfant qui n'avait pas ses papiers, qui était recherché par la police. Dans les contes noirs dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait également ce rapport à la police qui était très présent. Le livre commençait avec les émeutes de 2005 et se terminait avec l'affaire Théo. Donc j'ai toujours traité ce sujet-là, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur. Et puis en fait, quand j'ai lancé Cas d'école et que ça a bien fonctionné, et il y a eu pas mal de retours positifs, je me suis dit que j'avais peut-être l'opportunité de garder le même système, la même façon de travailler et de revenir sur le thème qui me tenait à cœur, à savoir les violences policières, et d'aller chercher un public peut-être un peu différent de celui que j'avais habituellement sur ce sujet-là. Donc il y a eu une espèce de continuité comme ça, assez naturelle. Alors cet album donc qui s'intitule Quatre forces majeures, histoire de violence policière ordinaire, tu peux nous en parler un peu plus? Donc, il raconte l'histoire de différentes victimes de violences policières, certaines que tout le monde connaît, puisqu'on en a tous entendu parler, comme Cédric Chouviat ou Zineb Redouane, et puis d'autres cas euh, qui sont un peu passés en dessous des radars des médias, enfin, qui sont peut-être voilà, juste connus dans la ville où ça s'est passé, mais qui n'ont pas eu un écho important. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, ben, l'idée du livre et du projet en général, c'était effectivement de donner la voix aux victimes de violences policières. C'est-à-dire de leur laisser la parole, tout simplement, et sans leur opposer nécessairement la version policière. C'est-à-dire que quand il y a une bavure aujourd'hui, le réflexe de base des médias, c'est d'aller interroger la police. 9 fois sur 10, la version policière est fausse. On le sait, grâce à l'apport de la vidéo, maintenant on voit que ils se font systématiquement reprendre de volée par rapport à leur version initiale. Donc moi, je voulais prendre le contrepoint et dire, bah voilà, on laisse parler les victimes. Parce que les violences policières, c'est un des seuls cas de, d'exactions diverses et variées où la victime est complètement invisibilisée et complètement mis en accusation. Dans la préface du livre, je mets ça en corrélation avec les victimes de violences domestiques, les femmes qui se font battre par leur mari, où effectivement, il y a toujours ce même processus. On va les interroger. Est-ce qu'elles n'ont pas cherché? Est-ce que, pourquoi elles ne sont pas plaintes? Pourquoi, voilà. Enfin, il y a toujours une espèce comme ça de criminalisation de la victime quelque part. Pour les violences policières, c'est systématique. On est victime de violences policières, bah oui, bah c'est parce que on a forcément fait quelque chose de mal. On a forcément mérité quelque part ce qui nous arrivait. Et là, ça pose deux questions. La première, c'est quand bien même on a fait quelque chose, est-ce qu'on mérite d'être violenté par des policiers qui sont pas payés pour ça?
Et deuxièmement, est-ce que réellement des victimes sont systématiquement coupables de quelque chose? Et là, on voit dans le livre que non. Il y a très souvent des cas où malgré ce qui est dit dans les versions policières, les victimes n'ont absolument rien à se reprocher. Donc voilà, le désir de ce livre, c'était ça. Et puis, en le traitant d'une manière, on va dire, un peu clinique, sans donner trop ni de détails ni de pathos, mais suffisamment d'éléments pour que chacun puisse tirer ses propres conclusions par rapport aux différentes histoires. Et tu as utilisé le mot systématique. Est-ce que tu dirais que les violences policières, c'est un phénomène systémique ou c'est un phénomène qui peut arriver de temps en temps et que dans l'ensemble des comportements de la police, ça se passe entre guillemets normalement? Non, moi je suis partisan, comme de nombreux spécialistes, du fait que les violences policières sont systémiques. On en a la preuve chaque jour. Alors le fait que ce soit systémique, finalement, on n'a même pas besoin de rentrer dans le débat. Est-ce que c'est courant? On confond souvent les deux en disant systémique, ça veut dire courant, mais finalement, c'est même pas le plus important. Systémique, ça veut dire que ça appartient à un système de pensée et que les violences policières sont couvertes par toute une échelle hiérarchique derrière. Le meilleur exemple de ça, c'est le cas de Zineb Redouane. Zineb Redouane, elle est abattue chez elle par un tir de grenade lacrymogène, voilà. Le responsable est couvert par ses collègues, par son responsable, par le l'IGPN, par le ministre, par tout le monde. Ça, à chaque échelle, à chaque degré, il est couvert. Et ça montre le côté systémique des violences policières. C'est que en cas de violence, plutôt que de dire, voilà, on a une brebis galeuse, parce que ça c'est le grand mythe qui existe, on a une brebis galeuse qui est là et qui a fait n'importe quoi, on va la sanctionner, on va éventuellement la virer. Bah non, on fait tout pour dissimuler la chose. Et sans l'apport des outils nouveaux que sont les téléphones, les caméras, etc., on sera encore très très loin de la réalité là-dessus. Les caméras permettent justement de contredire toutes ces versions et d'arriver à une certaine forme de vérité. Oui, effectivement, tu détailles bien ça quand tu parles du cas de Zineb Redouane, en disant que le tireur donc, va être couvert par toutes les strates de sa hiérarchie. Donc il y a déjà ses collègues sur place qui ne vont pas le nommer, le capitaine de la compagnie de CRS qui refuse de fournir les armes à l'IGPN. Après, il y a l'IGPN qui déclare que la caméra de surveillance qui aurait pu montrer les images est inopérante comme par hasard. Après, il y a le médecin légiste qui impute le décès à sa mauvaise santé, enfin, etc. Et donc, on voit qu'effectivement, à tous les niveaux, il y a quelqu'un ou un groupe qui va faire en sorte de travestir un peu ce qui s'est réellement passé. Et comme tu le dis, là, tu viens de le dire, ce qui peut vraiment aider dans ces affaires-là, eh bien, c'est maintenant les nouvelles technologies, les vidéos, alors les témoignages aussi. Le problème, c'est que souvent, les témoignages, c'est parole contre parole. Maintenant, on a la vidéo, par exemple avec l'affaire Michel Zecler, dont tu parles aussi, qui permet de donner une chance à la victime de se défendre finalement. Ouais, et d'ailleurs, sur Michel Zecler, effectivement, c'est un bon exemple aussi, parce que il le dit lui-même, s'il n'y avait pas eu la vidéo, je serais en prison. Ah, et puis je serais peut-être mort aussi. Mais voilà, le gars, s'il n'a pas cet appui-là, mais c'est terminé pour lui. C'est-à-dire, on ne lui fait aucune confiance. Puis il a tout ce qui va pas pour ne pas être jugé correctement, hein. Il est noir, issu de quartier, il est producteur de rap. Alors lui, s'il n'a pas les caméras pour l'aider, il mange le plus possible, hein. Ça me fait penser à l'histoire de Ramatoulaye que tu évoques aussi. Alors elle, bon, elle n'est pas morte heureusement, donc elle est sortie au début du confinement avec une attestation manuscrite. Elle s'est fait contrôler par 8 policiers et puis ça a fini en insultes et en coups de taser, donc à 8 contre elle, devant son petit frère. Et la planche finit avec des mots très, très durs. Tu écris
en ce qui la concerne, un constat sinistre, plus brutal sans doute que les coups qu'elle a reçus. Sous-citoyenne, elle ne peut qu'encaisser et n'espérer aucune justice. Parce qu'effectivement, elle est noire, elle est pauvre, elle est voilée. Ouais. Oui, oui, bah c'est une espèce de cumul, hein. Moi, je m'en suis beaucoup rendu compte en plus. Alors bon, je le savais déjà, hein, bien sûr, que étant moi-même issu de quartier, on a très vite la certitude que quand on est racisé, quand on a une certaine religion, quand on est pauvre et quand on vient de tel territoire donné, on cumule les possibilités les risques d'être contrôlé, de subir des exactions diverses et variées. Et, euh, et je l'ai vu, moi, dans les réactions du livre, parce que, en fait, quand j'ai sorti Cas d'école, finalement, qui prend le même processus créatif, hein, le même type de témoignage à chaque fois, personne ne remet jamais en cause un témoignage de cas d'école. Personne. Parce que ce sont majoritairement, pas toujours, mais souvent des blancs installés dans la société. Cas de force majeure, même des gens très bien, hein, même des gens qui savent que les violences policières existent, vont, vont, vont avoir des espèces de doutes. On se dit, ah oui, mais est-ce qu'on est bien sûr de l'histoire? Et pourquoi? Parce que instinctivement, la personne qui est présentée, on va remettre en cause sa parole. Et parce qu'il y a une espèce de, de, de sous-texte derrière ça qui est que la personne, elle ressemble à voilà, elle a un tel faciès qui revient pas. Et forcément, on va se dire, non, mais là, il faut remettre en question ce qu'elle dit. Et voilà, c'est toute la problématique de ce livret-là. C'est quel crédit on accorde aux victimes et est-ce qu'on peut enfin les écouter d'une manière neutre, quelque part, et sans les juger sur ce qu'elles ne sont pas forcément. Est-ce que c'est pas une histoire simplement de guerre de classe, de domination, tu vois, de rapport entre l'État et les classes populaires qui ont besoin de la force, de la violence d'État pour mater les classes populaires. Et du coup, après, je vais te poser forcément une question sur les gilets jaunes, mais enfin, tu vois, est-ce que c'est pas un rapport finalement normal parce que la police n'est pas l'ami de la population, ça fait longtemps qu'on l'a vu, quoi. Ah oui, oui et non. Effectivement, bon, euh, puis particulièrement dans le quinquennat qui vient de s'écouler, et forcément dans celui qui va arriver, euh, effectivement, la police sert d'appui au pouvoir en place quand il s'agit d'aller contre son peuple, donc sur toutes les réformes délétères qu'on a en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on cajole aussi la police, alors qu'on laisse crever les profs et les infirmières, hein. Il y a pas de mystère là-dessus. Mais après, il y a toujours un petit prix spécial quand même pour ceux qui viennent des quartiers populaires. C'est vrai que par rapport aux Gilets jaunes, je pense que beaucoup ont pris conscience de l'existence des violences policières au moment des Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que ça touchait des personnes qui habituellement n'étaient pas touchées par ces violences. Et c'est vrai que dans les quartiers, la réaction, quand il y a eu les premières violences à l'encontre des Gilets jaunes, enfin, personne n'était surpris. C'était la normalité des choses, hein. Dès qu'il y a une émeute dans une cité, ça finit comme ça, et puis ça finit même parfois pire. Donc, cette espèce de guerre des classes dont tu parles, elle existe forcément, mais on peut pas on peut pas la séparer euh, de cette espèce de mentalité post-coloniale qui fait que un pouvoir va juger d'une population en fonction de sa couleur, en fonction de sa religion. Ça joue toujours, hein. Bon, objectivement, les Gilets jaunes, c'était plutôt un mouvement qui venait des provinces, enfin des régions et de la province. Est-ce que tu crois ou tu aurais éventuellement espéré qu'il y ait une jonction à un moment entre les quartiers populaires dans les grandes villes et les Gilets jaunes, les préoccupations des Gilets jaunes? Parce que, comme tu l'as dit, voilà, les quartiers populaires, ils connaissent ça depuis longtemps. Quand il y a une manif et que ça pète,
ils se prennent dans la gueule ce que se sont pris les gilets jaunes. Est-ce qu'il y aurait pu avoir une jonction possible? Et là, je fais référence, par exemple, à des mecs comme Alain Badiou, qui espéraient que la révolution vienne des quartiers, mais peut-être qu'ils sont pas assez politisés pour ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a une politisation suffisante dans les quartiers ou pas? Non, on soulève un point qui est complexe, hein, je pense. Quand les Gilets jaunes ont débuté, ils ont souffert euh, de l'espèce d'éventail hétéroclite qui composait ses membres. On avait vraiment de tout. Et les premières manifestations de Gilets jaunes, je pense que beaucoup ont été échaudés par le fait qu'il y a eu des actes racistes et très condamnables. Ils ont rapidement disparu. Ensuite, le mouvement est devenu quelque chose de beaucoup plus respectable et il n'y a plus eu de problème. Mais je pense qu'au départ, beaucoup ont été échaudés hein, par rapport à ça. Ensuite, la jonction avec les quartiers, il y a eu des tentatives. Hein, dans les manifs de Gilets jaunes, moi j'en connaissais beaucoup qui venaient des quartiers et qui avaient une espèce de désir justement de cette jonction dont tu parlais. Il y a eu des mouvements, des associations de quartier qui militaient pour rejoindre les Gilets jaunes chaque samedi. Hein. Ça, il y a pas eu de souci là-dessus. Après, tu soulèves le point de la dépolitisation. Oui, effectivement, elle existe. Hein. Il y a une espèce de, on va dire, je trouve pas le terme exact, mais il y a même plus la force finalement d'aller se battre chez beaucoup. Une espèce de voilà, on attend que ça passe et on fait le mieux qu'on peut pour s'en sortir, mais le fait d'aller manifester, c'est quelque chose qui signifie même plus grand-chose. Euh, les, 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 les émeutes urbaines en 2005, elles ont aussi beaucoup marqué, beaucoup tué la contestation qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire que la violence qu'il y a eu dans les réponses apportées, et puis l'absence totale de politique de la ville qui était espérée suite à ça, ça a découragé beaucoup d'habitants de quartier. Donc voilà, il y a tout un tas de réponses à chercher. Je pense que c'est difficile d'en trouver une, mais moi, à titre personnel, évidemment que j'aimerais bien qu'il y ait cette jonction et qu'il y ait cette prise de conscience que finalement, contrairement à ce que le gouvernement essaie de faire croire, il y a des convergences de lutte fondamentales entre les habitants des quartiers, les zones périurbaines, les zones rurales, et que il y a tout pour qu'on s'entende. Pour revenir à ton album, donc Quatre forces majeures, à la fin de ta préface, tu résumes en disant qu'il y a 3 faits incontestables sur les violences policières. Alors, premier fait, que les idées d'extrême droite sont très représentées au sein de la police. Deuxième fait, qu'il y a au sein de la police donc un réflexe corporatiste. Donc, quand il y a une affaire, ils vont se protéger mutuellement la plupart du temps. Et troisième fait, qu'il existe quand même des policiers indignés par ces pratiques et qu'il ne faut pas les oublier. Et justement, à la fin de l'album, il y a le cas d'un policier qui, lui, a essayé de dénoncer tout ça. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bah, en fait, je reviens à la fin. Je voulais conclure en fait par un parcours policier, justement pour montrer que dans cette espèce de marasme que représente le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, il y avait aussi quelque part un peu d'espoir sur les épaules de quelques hommes et de quelques femmes qui essayent de faire bouger les choses. Et donc je reviens sur le cas de Ammar Ben Mohamed qui s'est posé comme lanceur d'alerte sur ce qui se passait au tribunal de police à la préfecture de police de Paris et dans les prisons où les détenus étaient en attente de jugement. Et, et en fait, lui, c'est un exemple incroyable parce il dénonce à sa hiérarchie ce qui se passe dans l'espoir d'offrir un service de police propre, hein, qui fait son rôle, bien sûr, de
de garder, de surveiller, de punir si besoin avec l'aide des magistrats, mais qui rêve d'une police propre finalement. Et Amar est brisé par la hiérarchie qui s'acharne sur lui plutôt que sur les coupables d'exaction. Donc lui, là, je sais plus combien de blâmes maintenant, parce qu'il en a eu, je crois, deux ou trois, hein. On lui a reproché de ne pas avoir dénoncé assez tôt ce qu'il disait, parce qu'ils ont cherché à lui reprocher quelque chose finalement. Darmanin s'en est pris à lui, et, et finalement, alors que il aurait dû rester anonyme, ce policier, parce que c'est, les différents rapports qu'il avait effectués auraient dû porter leurs fruits. Il a été obligé à la fois de se médiatiser et puis d'en subir les conséquences derrière. Donc c'est vraiment un cas terrible. Oui, parce que au départ, il prend la procédure normale, il alerte sa hiérarchie, il alerte IGPN. Et normalement, il aurait dû y avoir quelque chose qui se fait. Mais rien ne se passe, rien ne change. Et donc, oui, effectivement, il va jusqu'au bout de sa démarche et alors il témoigne à visage découvert. Et si la hiérarchie avait réagi, ben, il n'en serait pas mieux à faire ça. Exactement, ouais. Et là encore, on revient toujours au même thème, c'est-à-dire le pouvoir de la médiatisation. Il y a que ça qui marche. C'est-à-dire que, et là on peut faire un parallèle avec l'éducation nationale. L'éducation nationale et le ministère de l'Intérieur, ça marche un peu pareil, hein. C'est l'armée du silence. Il faut rien dire, il faut tout mettre sous le tapis. Et ils tiennent leurs hommes comme ça. Ils tiennent le système comme ça. Et à partir du moment où il y a des preuves vidéo, où il y a des témoignages forts comme celui de Amar, ils sont obligés de se positionner, ils sont obligés de sortir de leur zone de confort, mais ils se défendent d'une manière complètement dingue euh, et ils s'enferment dans tout ce qu'il faut pas faire finalement. Plutôt que d'admettre qu'il peut y avoir une certaine culpabilité de certains et d'insister sur cela pour préserver les autres, bah, ils vont essayer de tirer sur le messager et puis de garder toutes les brebis galeuses dans leur sein. Sinon, pour revenir en arrière sur un cas aussi, toujours dans le cas de force majeure, je pense à Maria, euh, qui a été poursuivie donc, par les policiers et qui l'ont donc tapé avec la matraque, ils lui ont donné des coups de pied, je sais plus, elle a une grande cicatrice sur le crâne de je sais pas combien de centimètres de long. Et voilà, et ce que je trouve vraiment symptomatique, c'est que une fois qu'ils ont fait ça, ils repartent. Ils ne l'arrêtent pas. Donc ils n'ont rien à lui reprocher. Et là, ça va complètement à l'encontre justement de ce qu'ils essayent souvent de faire croire. Ce que tu disais au début, c'est que vas-y, la personne, elle l'a bien cherché. Hein. Si on lui a fait ça, c'est qu'au début, il a fait ci, il a fait ça, donc il a mérité. Mais là, s'il ne l'arrête pas, c'est qu'elle avait rien mérité du tout. Ouais, oui, tout à fait, ouais. Mais il y a une espèce de truc qu'il faudrait étudier par rapport à ça, dans ce type de conflit et de manifestation. Ça se passe dans le cadre d'une manifestation, même si c'était sur une zone un peu reculée. Il y a une espèce de comportement bestial qui est complètement dingue et qui répond à des instincts qu'il faudrait interroger. C'est fou. Parce que Maria, effectivement, elle est avec son compagnon, elle se fait défoncer, il n'y a pas d'autre mot. Et effectivement, bah, comme tu le dis, il y a à la fois elle a rien à se reprocher, puis à la fois ils essayent même pas de lui reprocher quelque chose parce que de toute façon, voilà, ils peuvent rien, ils peuvent rien contre elle. Donc on est dans une police qui surinterprète la notion de violence nécessaire et de violence mesurée. C'est-à-dire que là, ils se croient autorisés à violenter quelqu'un sans raison et d'une manière complètement gratuite. Et puis on le retrouve dans plusieurs cas, hein. Moi, il y a le cas de Sofiane dans le livre aussi, qui est un peu. Alors, lui, il est arrêté pour le coup, mais c'est intéressant parce qu'il le menotte, il représente plus aucun danger, et une fois menotté, et alors que il se rebelle absolument pas, là il y a une vidéo qui le prouve encore, il est conduit dans un endroit et il est, pareil, défoncé. Et il y a une espèce de rituel comme ça où ils prennent plaisir à violenter quelqu'un
euh, qui n'a pas fait grand-chose en plus. Donc voilà, ça interroge sur tout un tas de choses, hein, sur le recrutement, sur la permissivité, sur la notion d'impunité, le sentiment d'impunité dont jouissent les policiers, où ils se disent, voilà, les mecs en faisant ça, à aucun moment ils se disent on va avoir un problème, quoi. Ils le font et puis voilà. Mm. Et puis, effectivement, il y a les médias qui, à chaque fois, cherchent à salir comme ils peuvent la personne qui est victime, comme Théo, par exemple, où on a inventé, on a ressorti des vieilles histoires qui concernaient son frère, en plus, même pas lui. Ouais, Théo, c'est une histoire bon, qui nous touche beaucoup parce que c'est à côté de chez nous. Hein, nous, c'est Aulnay-sous-Bois, c'est une ville que je connais bien. C'est une ville aussi où la police est défavorablement connue. Il y a des villes comme ça qui reviennent souvent hein, dans les témoignages. Il y a Aulnay, il y a Marseille, là où il y avait Maria et Zineb. Il y a comme ça des histoires vraiment tragiques. Et celle de Théo, oui, elle est vraiment atroce parce que enfin, là, on a pareil tout l'éventail d'ignominie ordinaire, c'est-à-dire que déjà le mec se fait pareil. Alors, on n'a plus le droit de dire viol maintenant parce que judiciairement on considère que c'est pas un viol, mais bon, ça y ressemble beaucoup. Donc il se fait enfoncer une matraque, il en reste handicapé à vie. Toutes les images montrent qu'il y avait absolument aucune raison que cette situation-là arrive. La défenseur des droits a fait un rapport, mais accablant, qui montre que les policiers sont coupables de tout, mais c'est une abjection absolue. Et la réaction médiatique, c'est d'interpréter les images à sa manière. On peut citer Europe 1 là-dessus, qui a été très fort. Europe 1, ils ont pris les images où on voit clairement que Théo se fait défoncer et se fait gazer, etc. Et ils rajoutent des espèces de sous-titres pour aller défendre les policiers. Donc, quand le gaz part sur Théo, bah, il vous explique que c'est parti tout seul. Alors, je sais pas on sait pas d'où ça sort cette version-là, mais voilà, ils inventent ça. Et, et ensuite, effectivement, on va faire des enquêtes pour dire, ah bah oui, mais quand même, le frère, il a fait telle magouille, il a fait telle ou telle chose. Là, il y a qu'un fait avéré, c'est que Théo, au moment où il est violenté, il n'a rien fait. Il n'est absolument pas connu des policiers. On n'a rien à lui reprocher et il finit handicapé à vie. Ça devrait suffire à créer une espèce de débat national autour des questions des violences. Mais non, il y a toujours une très grande partie de la population qui considère que ce qui lui est arrivé, c'est normal et que de toute façon, ce n'est qu'un voyou. Et quand bien même c'est faux, ça permet aux gens de se rassurer en se disant que la police, elle reste, quoi qu'il arrive, inattaquable. J'ai juste une dernière question sur ta bande dessinée. Apparemment, le premier imprimeur que tu as contacté, finalement, il a laissé traîner les choses, il n'a pas voulu publier, c'est ça? Comment ça s'est passé finalement? Ouais, c'est pas l'imprimeur, c'est l'éditeur. En fait, Cas d'école était publié aux éditions des Équateurs. C'est eux qui m'avaient contacté à l'époque, je les connaissais pas. Ils étaient intéressés par le projet parce qu'ils avaient lu sur Internet, donc ils m'avaient proposé de le faire. Ça s'est fait par le biais d'une éditrice de la boîte d'édition avec qui ça s'est très bien passé. Et bah, du coup, quand il a été question de faire cas de force majeure, je l'ai proposé à cette même éditrice. Elle était emballée, on a travaillé sur le projet, on l'a programmé, il était prévu, il apparaît même encore sur certains sites de vente en ligne comme étant paru chez eux, alors que c'est pas du tout le cas. Et, et quelques semaines avant que ça paraisse officiellement, j'avais plus aucune nouvelle. Et j'ai appris que le patron de cette éditrice, donc l'éditeur en chef de la boîte des Équateurs, qui s'appelle Olivier Frébourg, euh, ne voulait pas publier le livre. Il me demandait de retirer le portrait sur Gérald Darmanin qu'il y a dans le livre. Alors j'ai refusé et, et j'ai demandé à ce qu'on reconsidère cette position-là.
il a proposé alors de supprimer tout un tas de mentions dans la BD, mais la BD devenait quasiment illisible, quoi. Il fallait tout enlever quasiment. Donc j'ai refusé également. Et je leur ai fait comprendre que moi, voilà, c'était hors de question que je publie un truc. Si je me faisais censurer un passage dans le livre, c'était hors de question. Et en fait, il s'est avéré que Olivier Frébourg, avec qui j'ai eu aucun contact, hein, à chaque fois, il passait par son éditrice pour me faire passer les infos. Olivier Frébourg est un pote de Darmanin. Et les éditions des Équateurs appartiennent au groupe Humaine 6, qui est dirigé par Madame Bayer, qui est la super pote de Darmanin. Elle se décrit comme ça. Elle se dit, je suis la super pote de Darmanin. Donc, il était hors de question pour eux de publier ce livre. Donc, j'ai repris mes billes, je suis parti et le livre s'est fait chez un autre éditeur, chez Stock, qui a eu on va dire, un regard un peu plus apaisé sur cette situation-là. Une dernière question, on va sortir un petit peu du cadre, hein, mais parce qu'on est tous là depuis un certain temps en attente d'un monde meilleur, et notamment depuis fin 2018 et l'événement Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça serait pour toi une démocratie réelle, en fait? Ah, c'est une vaste question. Une démocratie réelle. Enfin, bah, finalement, on y a peut-être un peu répondu avec l'entretien aujourd'hui, hein, parce que il y a pas mal de pistes, mais ce serait peut-être une démocratie où tout le monde aurait sa place déjà, ou un système aussi où ce serait pas quelques-uns qui décident pour les autres. Là, bon, on l'a vu encore avec les élections. Le système fait que voilà, on va encore se retrouver avec un président qui va être élu à contre-cœur, c'est-à-dire, je crois qu'il y a eu un sondage, il y a 70% des gens qui voulaient changer de président. On va se retrouver avec une minorité finalement qui décide pour tout le monde d'un président en place. Il y a la démocratie idéale, ce serait aussi un changement de paradigme dans l'importance des choses. Euh, il est anormal que dans un pays comme la France, l'éducation nationale, la santé, soit reléguée au second plan. On était la première médecine de France, les premiers hôpitaux, la première médecine du monde, les premiers hôpitaux dans le monde. On a dégringolé à je sais plus quelle place, voilà, parce que les moyens ne sont plus là. L'éducation nationale part à volo aussi à cause du manque de moyens et à cause du fait qu'on ait d'autres priorités. Donc il y a toute une réflexion à mener autour de ça. Et puis le fait d'être dans un pays apaisé, où il y aurait plus forcément un temps de parole démesuré consacré aux idées délétères des extrêmes, parce que les extrêmes aujourd'hui représentent sur les temps de parole un paquet un paquet merdique de, de- qui empoisonne la société, quoi. Si on comptabilise les temps de Le Pen, de Zemmour, de Pécresse, qui a le même discours, de Macron, qui surfe sur les idées d'extrême droite, on est abreuvé du matin au soir par ça. C'est complètement dantesque, quoi. Donc, si on pouvait se libérer de tout ça, ce serait déjà un grand pas. Juste, est-ce qu'il y a des séances de dédicace prévues pour ton livre? Alors, ouais, il y en a quelques-unes. Il y a le festival Hors Limite de Seine-Saint-Denis alors c'était normalement prévu le 9 avril, ça a été repoussé, c'est le 23 avril. Donc le 23 avril à la médiathèque Lucie Aubrac de Saint-Ouen, je serai à 11 heures, je crois. Ouais, 11 heures. Je serai pour une rencontre et une dédicace. Je serai au festival de Montataire aussi, qui m'invite. Et puis il y en aura d'autres un peu plus tard sans doute. Voilà, ça se fait petit à petit. Merci beaucoup, Remedium, pour d'avoir répondu à nos questions, vraiment dans le détail et avec tout ce que tu nous as dit. Ben, merci Est-ce beaucoup que pour l'invitation, c'était un plaisir. Mais merci à toi. Merci beaucoup, merci encore, et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.